J'ai senti quelque chose tomber sur ma main. Quelque chose n'allait pas, j'ignorais où j'étais. J'allais mourir sur ce rocher. Est-il en vie? Je ne reverrai peut-être jamais mon grand frère. Je me suis soudainement retrouvé avec une bête sauvage sur le dos. Il a poussé un cri. J'ai répondu en faisant la même chose. Colton me répétait sans cesse qu'il ne voulait pas mourir. J'adore camper avec les Patterson. J'ai chaque fois l'impression que ce sera la plus belle semaine de ma vie. J'ai toujours très hâte. Si Colton est heureux, je le suis aussi. Et c'est en camping qu'il est le plus heureux. Il adore camper avec les Patterson. Mark et Terry connaissent bien la nature. Et je sais Colton entre bonnes mains quand il va camper, faire de la moto ou de la randonnée avec eux. On y va quelques fois par année. On est très proches. Je suis comme leur fils adoptif. Colton est un peu comme mon frère. Terry, Lara, Colton et moi formons une super équipe. J'ai une terre d'1,5 hectare et un joli chalet dans les montagnes, isolé du reste du monde. C'est assez reculé. Il n'y a pas de réseau téléphonique. C'est très tranquille. Peu de gens fréquentent l'endroit. On peut tomber sur des animaux sauvages à toute heure du jour. On voit plusieurs ours noirs chaque mois. Ils nous observent parfois pendant des jours, sans même qu'on remarque leur présence. Ce jour-là, on est allé faire de la motocyclette. On a fait une randonnée de moto à Carson Mountain. C'était une superbe journée. J'avais l'impression de toucher le ciel et de flotter dans les airs. C'était génial. On est rentré pour souper. Terry a préparé un bon repas et on a mangé en plein air dans la forêt. J'ai terminé le premier et je suis allé à la toilette. En allant vers la toilette sèche, j'ai entendu un bruissement dans les arbustes. J'ai d'abord cru que c'était le vent. Puis j'ai entendu des brindilles cassées. J'ai eu la frousse. Je me suis retourné juste à temps. J'ai été projeté au sol et j'ai senti toutes mes dents bouger. Je me suis soudainement retrouvé avec une bête sauvage sur le dos. J'essayais de le frapper à coups de poing au visage. Mais il ne bronchait pas. Je ne voyais rien sauf du rouge. J'avais les orbites couvertes de sang. J'étais persuadé que j'allais mourir. Je préfère pêcher la nuit. Ça mord plus que le jour. Robbie et moi pêchons ensemble depuis environ 5 ans.
Saul est un très bon ami. Il a toujours été là pour moi. Je peux l'appeler n'importe quand et compter sur lui en cas de besoin. Mon frère Robbie a beaucoup d'entrain. Il adore pêcher pour se détendre. Il peut pêcher pendant des heures. Il ne démord pas jusqu'à ce qu'il ait attrapé au moins un poisson. On avait prévu aller pêcher 2 ou 3 heures. On a commencé à se préparer vers 23 heures. On a emprunté une très vieille embarcation. C'était très sombre ce soir-là. La visibilité était presque nulle. L'eau était calme, mais la brousse était très agitée. On était à une dizaine de kilomètres en amont quand il a commencé à pleuvoir. Il faisait froid et le bateau n'était pas couvert. Alors on a décidé de faire demi-tour et de rentrer. Sur le chemin du retour, le bateau s'est arrêté net. Comme si l'hélice avait frappé quelque chose. On a entendu un bruit sourd. On a essayé de redémarrer le moteur, mais on a épuisé la batterie à force d'insister. C'était un vrai cauchemar. Ce n'était même pas mon bateau. La batterie était à plat et on était encore loin de la mise à l'eau. On a décidé que l'un de nous irait chercher la batterie de la voiture pour la ramener sur place et faire démarrer le moteur. On entendait toutes sortes de bruits d'animaux. Peut-être de simples carpes dans l'eau, mais peut-être quelque chose de plus dangereux comme un serpent. Surtout que la nuit, on ne voit pas les serpents et les crocodiles. On entendait toutes sortes d'insectes et d'animaux dans les buissons. J'avais surtout peur des serpents. J'ai dit à Robbie que c'était beaucoup trop dangereux et qu'il valait mieux appeler à l'aide. On ne savait pas qui appeler car on ne voulait alarmer personne. On a pensé qu'on atteindrait la voiture sans problème. Robbie était déjà passé par là en plein jour. Alors, il s'est dit qu'il retrouverait facilement son chemin. Il valait mieux qu'il reste pour garder un œil sur l'embarcation. Serpent, crocodile ou non, on est dans le pétrin et on n'a pas le choix. Dès que je me suis mis à l'eau, tout est allé de mal en pis. Mon cœur battait la chamade. Je me suis retourné pour regarder le bateau de loin. C'était complètement irréel. Je n'arrivais pas à croire qu'on était coincé là, le moteur en panne, en pleine broussaille. Il n'y avait pas d'autre solution. Sinon y aller à pied et laisser Sal derrière moi. Mes pieds s'enfonçaient dans la boue, tandis que j'avançais dans les buissons. Tout pouvait arriver. Je craignais avant tout de me faire mordre par un serpent. Je me suis retourné vers ce que je croyais être le bateau, en pensant voir Sal au loin, mais je n'y voyais rien. Que des arbres et des buissons. J'avais peur de me perdre. J'étais complètement désorienté. Je ne savais plus par où aller. Je me suis mis à accélérer le pas et j'ai perdu pied. J'ai plongé tête première dans un fossé et je me suis retrouvé le visage couvert de toiles d'araignée. J'étais complètement paniqué. J'ai senti quelque chose tomber sur ma main. J'ai d'abord cru que c'était une brindille. Mais j'ai ressenti de la douleur. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et que j'avais été mordu.
J'ai entendu un bruit sourd. Un bruit sourd, anormalement fort. Ce n'était pas normal. Il se passait quelque chose. Ma mère m'a demandé d'aller jeter un coup d'œil, car Colton est plutôt léger pour faire un bruit pareil. J'ai marché jusqu'en haut de la colline, et j'ai d'abord pensé que Colton jouait avec notre énorme chien, Otto. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas lui. J'ai crié à ma mère qu'un énorme animal s'en était pris à Colton. En voyant la scène, elle a tout de suite crié à mon père qu'il y avait un cougar. J'ai eu très peur et j'ai accouru vers lui. La scène était horrible. Le cougar était sur Colton, en train de lui mordre la tête. Le petit se faisait sérieusement malmener. J'ai cru qu'il allait le dévorer. Je suis devenu une toute autre personne. Il fallait que je lui vienne en aide. Je lui ai donné un coup de pied sur la tête de toutes mes forces. Mais le cougar n'a pas bronché. Il n'a pas bougé d'un poil. Il continue à mordre la tête de Colton. Je me suis mis à genoux, je l'ai agrippé par le cou et je l'ai étranglé de toutes mes forces. J'étais déterminé à en finir avec lui. C'était une question de vie ou de mort. Tout à coup, le cougar a lâché prise. Colton était inerte et couvert de sang. J'ai cru qu'il était mort. Je priais pour qu'il se lève et s'enfuit ou montre un signe de vie quelconque. J'étais terrifiée à l'idée qu'il... J'ai cru que c'en était fini de lui. Mais il a tout à coup repris connaissance et s'est mis à ramper. Il était couvert de sang. Je lui ai crié de s'enfuir. Il s'est levé et a couru droit dans les bras de ma fille. Lara l'attendait avec une couverture et lui a dit d'aller se réfugier dans la camionnette. J'étais si soulagée. Mais Mark luttait encore avec le félin. Le cougar m'a échappé. Je me suis retourné aussi vite que j'ai pu et il m'a regardé droit dans les yeux. Il avait l'instinct meurtrier. J'ai agrippé une branche en glissant et j'ai senti quelque chose tomber sur ma main. J'ai d'abord cru que c'était une brindille. Mais j'ai ressenti de la douleur. En quelques secondes, ma main est devenue tout enflée. Et la douleur était très intense. J'étais tout en sueur. J'avais du mal à respirer. Ce n'était pas qu'une brindille. Quelque chose ne tournait pas rond. J'ai d'abord pensé que j'avais été mordu par un serpent arboricole ou une bestiole du genre.
J'étais paralysé. J'avais la sensation d'être coincé sous l'eau, incapable de retenir mon souffle plus longtemps. La douleur a rapidement gagné le haut de mon bras. J'ai commencé à être confus et à perdre connaissance. Je me sentais si impuissant. J'ai saisi mon téléphone cellulaire et j'ai composé le 000 pour joindre les services d'urgence. J'ai activé le haut-parleur. La dame qui m'a répondu m'a beaucoup aidé, car je n'arrivais pas à parler. Elle m'a pratiquement enlevé les mots de la bouche. J'ai répété que j'avais été mordu et que j'étais dans la brousse. Elle m'a demandé où j'étais, mais je ne me souviens pas lui avoir dit. J'ai dû laisser le téléphone ouvert. Quand j'ai commencé à perdre connaissance, je savais que je devrais lutter pour ma vie. Je ne voulais pas mourir, pas en pleine brousse. Je voulais me marier et avoir des enfants un jour. Je ne voulais pas mourir à 26 ans. Les secouristes ignoraient où j'étais. Ils ne me trouveraient jamais à temps. Je ne voyais plus Sal. J'allais mourir sur ce rocher. Tout est devenu noir. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je vienne à bout de ce cougar. Je devais sauver ce garçon, même au péril de ma propre vie. Il fallait que j'empêche ce cougar de s'en prendre à d'autres. Il m'a échappé et s'est posté face à moi, prêt à bondir. J'ai cru que le cougar allait bondir sur Mark. Je devais faire quelque chose pour lui venir en aide. Je suis allée chercher un couperet à viande et je me suis approchée, déterminée à fendre la tête de ce cougar en deux s'il s'en prenait à Mark. Je me suis retourné aussi vite que j'ai pu pour lui faire face. J'aurais pu lui toucher le museau tellement il était proche. Il m'a regardé et a poussé un cri. J'ai répondu en faisant la même chose. Je l'ai regardé en grognant comme un grizzly en colère. Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Je suis prêt. Tu veux te battre? Allez, je t'attends. Je suis ici, chez moi. Tu es dans le pétrin. Quand on a compris qu'il n'allait pas attaquer, on a reculé lentement en gesticulant et en criant pour essayer de l'effrayer. Mais il n'a pas bronché. Il est resté là à grogner de plus belle contre nous. On a réussi à gagner la camionnette. On est parti de là à toute vitesse. Je conduisais à 160 km/h sur une route sinueuse. Mais je ne pouvais pas ralentir. Sinon, le pauvre garçon allait mourir au bout de son sang. Colton saignait abondamment. Son crâne pissait le sang et il avait le visage complètement ensanglanté. On pouvait voir son crâne. Il perdait beaucoup de sang. Il a littéralement fallu que je lui rabatte le derrière de la tête vers l'avant pour tout remettre en place. Il perdait connaissance à tout moment. Il me répétait sans cesse qu'il ne voulait pas mourir. Je lui ai dit qu'il n'était pas question de mourir. Mais pour être franc, j'ignorais s'il allait s'en sortir. Il avait perdu tellement de sang.
C'était affreux. J'ai roulé à toute vitesse pour arriver à temps. J'ai cru que la camionnette allait s'envoler tellement je roulais vite. Quand on est arrivé au poste de police, il n'y avait personne. C'était désert. J'attendais Robbie dans le bateau. 15 minutes plus tard, il n'était toujours pas revenu. Je commençais à me faire du souci. S'était-il blessé ou cassé une jambe? S'était-il fait mordre? Il y a des serpents, des araignées et toutes sortes de bestioles dans ce boisé. J'ai commencé à crier son nom. « Robbie !» Mais en vain. J'ai essayé de lui téléphoner, mais la ligne était occupée. Il était en ligne avec quelqu'un d'autre. Il ne parlerait certainement pas au téléphone s'il était mal en point. Je lui ai envoyé un message texte. « Si tu ne réponds pas, je viens te chercher. » Je commençais à paniquer. J'étais coincé là, et lui aussi. C'est pas le moment de parler au téléphone avec quelqu'un d'autre. Mais toujours pas de réponse. Je ne voyais et n'entendais rien. Quelque chose ne tournait pas rond. J'ai décidé d'aller le chercher. C'était l'obscurité totale. J'étais effrayé à l'idée de ne rien voir autour de moi. Je marchais en écartant les branches et les toiles d'araignée, mais j'en avais plein le visage et les cheveux. Je voyais à peine. J'avais peur de me faire mordre par une araignée. J'ai pensé que Robbie était peut-être trop mal en point pour crier. Il fallait que je le retrouve coûte que coûte, mais je n'y voyais rien tellement les buissons étaient denses. Il était tard. J'étais dans ma chambre. Ma mère a répondu au téléphone. Le ton de sa voix m'a tout de suite inquiétée. Quelque chose ne tournait pas rond. Elle a dit que Robbie avait fait un appel d'urgence et qu'il avait été mordu par quelque chose. La police ne savait pas où il était, ni ce qui l'avait mordu. On était vraiment inquiètes. Où pouvait-il bien être? Quand on est arrivé au poste de police, il n'y avait personne. Ma mère et moi avons frappé à toutes les portes. Un homme et une femme ont fini par nous ouvrir. C'était un policier en civil. Je lui ai expliqué qu'on avait besoin d'une ambulance, que Colton avait été attaqué par un cougar et qu'il se vidait de son sang. C'était le chaos. C'est la première fois que le policier était témoin d'une scène pareille. C'était un véritable bain de sang. C'était effroyable. Les secours se sont mis en route. Colton était étendu sur le sol et perdait sans cesse connaissance. Chaque fois, on ignorait s'il allait se réveiller. J'espérais qu'on arrive à le maintenir en vie assez longtemps pour ne pas le perdre. Je l'ai serré très fort dans mes bras et je me suis croisé les doigts. Je devais prévenir Robin, le père de Colton. C'est la chose
La plus difficile que j'ai eu à faire de toute ma vie. Le téléphone a sonné. En décrochant, j'ai reconnu la voix de Terry. Elle n'avait pas l'air d'aller du tout. Elle a commencé par me dire qu'elle était désolée. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a éclaté en sanglots. Elle m'a dit que Colton avait été attaqué par un cougar. Pardon? Elle m'a répété qu'elle était désolée, que Colton s'était fait attaquer par un cougar. Nom de Dieu. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils nous ont dit qu'il avait déjà perdu beaucoup de sang. Ils ignoraient s'il s'en sortirait, mais il fallait le conduire à l'hôpital. J'ai voulu lui dire au revoir, car j'ignorais si je le reverrais un jour. Je me suis approchée et je lui ai dit au revoir, qu'on se reverrait dans une semaine. Ma mère est montée dans l'ambulance. Je me suis tournée vers elle et je l'ai suppliée de ne pas le laisser mourir. J'avais peur que les secours arrivent trop tard, qu'il soit déjà mort. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je m'attendais au pire. J'ai sauté dans ma voiture et je me suis rendue sur place pour en savoir plus. J'étais terrorisée. Je priais pour arriver à temps. Je m'enfonçais dans la broussaille en criant pour essayer de le localiser. Mais toujours rien. La situation ne faisait qu'empirer. Un policier m'a téléphoné. Il m'a demandé si j'étais Sal. J'ai dit oui et demandé qui c'était. Il m'a demandé si je pêchais avec un certain Robbie. Il m'a dit que Robbie était en ligne avec les secours, qu'il avait de la difficulté à respirer et qu'il avait été mordu, mais ignorait par quoi. Nom de Dieu. Je lui ai expliqué que j'étais dans la brousse, à la recherche de mon ami. L'agent de police m'a demandé de retourner à l'embarcation, qu'il enverrait des secours à ma recherche. Je lui ai dit que si mon ami avait été mordu par quelque chose et avait de la difficulté à respirer, il n'était pas question que je retourne. J'ai raccroché et je me suis mis à crier. « Robbie! Robbie !» Mais je n'entendais que l'écho de ma voix. Il n'y avait aucune réponse. Je me sentais si impuissant. J'avais peur que mon meilleur ami soit en train de mourir. L'agent de police m'a rappelé. Pour les aider à me localiser et à retrouver mon ami au plus vite, il fallait que je retourne au bateau pour voir si je n'avais pas une fusée éclairante pour signaler ma présence à l'hélicoptère qui partait à notre recherche. J'ai rebroussé chemin, mais j'étais complètement désorienté. J'ai fait demi-tour et je me suis mis à marcher, mais j'ignorais par où aller. J'étais perdu. J'étais paniqué. Et je ne voulais pas me faire mordre moi aussi. Sinon, comment allait-il nous retrouver? Je suis revenu à moi une trentaine de secondes dans l'ambulance. J'étais terrorisé. Je pensais ne plus jamais revoir mon père et tous les gens avec qui j'ai grandi. Puis, tout est redevenu noir.
C'était la fin. Je ne voulais pas mourir comme ça. Je suis arrivé à l'hôpital tard en soirée. C'était désert. Terry m'a dit qu'il était en chirurgie depuis 3 heures et que 4 médecins s'occupaient de lui. 4 médecins? Il est en chirurgie depuis 3 heures? Que se passe-t-il? Qu'a fait ce cougar, mon fils? Que s'est-il passé? On était là à attendre en larmes. Faites qu'il s'en sorte et vive sa vie. Je voulais qu'il grandisse et devienne un homme bon. L'attente était interminable. C'était affreux. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais si peur. Je fermais les yeux et je revoyais les enfants ensemble en motocyclette. Une infirmière est finalement sortie pour venir me voir. Je redoutais ce qu'elle allait m'annoncer. Je ne voulais pas vraiment savoir. J'étais terrorisé. Plus le temps passait, plus je me faisais du souci. J'étais enfoncé dans la boue jusqu'aux cuisses et j'étais couvert de toile d'araignée. Tout à coup, j'ai entrevu les lumières du bateau. J'ai regagné l'embarcation et j'ai trouvé une fusée éclairante. Au moins, les secours pourraient me localiser et je pourrais les aider à retrouver Robbie. J'ai entendu un hélicoptère. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Quand les policiers sont arrivés, ils ont installé des génératrices et des projecteurs tout autour. Et c'est là que j'ai vu où j'avais mis les pieds. Je n'avais jamais vu autant d'araignées. Il y en avait partout. Dire que j'ai marché là-dedans. Quand je suis arrivée à la rivière, j'ai vu d'innombrables lumières. L'ambulance, la police, les secouristes. Que des lumières. Ce n'était pas rassurant. Je craignais qu'il soit déjà mort. Les policiers m'ont dit de m'éloigner et de me calmer. Que tout irait bien et qu'ils faisaient de leur mieux. Mais ce n'était pas assez pour moi. Et s'il était toujours en vie, mais qu'on ne le retrouvait pas à temps? Les policiers m'ont annoncé qu'ils avaient trouvé mon ami et qu'il était mal en point. Que les ambulanciers s'occupaient de lui et qu'il était en état de choc. Je me suis agenouillé pour lui dire que tout irait bien, qu'il était entre bonnes mains. J'ai essayé de le réconforter de mon mieux. Je me sentais responsable. Je n'aurais jamais dû le laisser partir. On aurait dû appeler des secours. Notre partie de pêche nocturne risquait maintenant de coûter la vie à Robbie.
Je n'ai pas pu le voir tout de suite quand je suis arrivée. L'attente était insoutenable. Je ne reverrai peut-être jamais mon grand frère. Chaque minute me paraissait durer une éternité. Je m'attendais au pire. J'ignorais s'il était conscient ou même vivant. Mon frère Robbie est tout pour moi et je ne pouvais pas imaginer la vie sans lui. Je me suis réveillé dans cette pièce toute blanche, pleine de médecins et d'infirmières. C'était complètement irréel. Je me croyais en plein rêve. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que je faisais là et me remémorer le fil des événements. Je n'étais plus en train d'agoniser dans la forêt. Je n'étais pas mort dans la brousse. Je respirais et ces gens étaient là pour m'aider. Mon bras faisait 3 fois sa taille normale. Il était gonflé comme un ballon. Une infirmière qui s'y connaît en morsure m'a confirmé que c'était une veuve noire à dos rouge. J'ai eu beaucoup de chance, mais c'était idiot de ma part de m'aventurer sur cette rivière en pleine nuit. Je n'aurais pas dû quitter le bateau. C'était une grave erreur. J'aurais pu y laisser ma peau. Je n'arrive pas à croire que la vie m'ait donné une deuxième chance. Les médecins nous ont dit qu'il allait mieux et qu'on pouvait aller le voir. Ce fut tout un soulagement. Son visage s'est illuminé dès qu'il nous a vus entrer dans sa chambre. C'était merveilleux. Dieu merci, il est en vie, et en un seul morceau. Je l'ai bien avisé de ne jamais recommencer. J'étais réellement soulagé de le savoir hors de danger. J'ai de la chance d'être en vie. J'ai l'impression de renaître. Sol et moi allons encore à la pêche ensemble, mais on est plus prudent et on suit une règle d'or. Fini la pêche après la tombée de la nuit. Quand l'infirmière est arrivée, j'ai tout de suite cherché des indices sur son visage. Elle s'est approchée et m'a rassuré d'un signe de tête. Elle m'a dit qu'il était en salle de réveil et demandé si je voulais le voir. J'ai poussé un soupir de soulagement. Quand elle a ouvert la porte, je me suis précipité sur mon fils. Je voyais à peine la moitié de son visage. Il a eu tout le cuir chevelu déchiré et tiré vers l'arrière. Ses 2 oreilles ont été déchiquetées et il avait 5 marques de griffes dans le cou. Et il a fallu plus de 300 points de suture pour lui recoudre le visage et la tête. Mais ce fut un moment de pur bonheur. J'étais vraiment très heureux de le voir en vie. Quand j'ai ouvert les yeux et vu la lumière, j'ai cru que j'étais au paradis. Puis j'ai vu mon père et j'ai compris que j'étais en vie. J'étais heureux comme un roi. J'étais aux anges. En se réveillant, il nous a donné ce qu'il y a de plus précieux en souriant. Dès qu'il s'est réveillé, il a plissé le coin de l'œil et fait un demi-sourire, malgré le ruban adhésif sur un côté des lèvres. Ça m'a fait chaud au cœur. Quand je l'ai revu, j'étais navrée pour ce pauvre petit. Je n'en revenais pas qu'il soit en vie. Il allait s'en tirer.
Il aurait des cicatrices, beaucoup de cicatrices, mais il allait s'en sortir. Il m'a demandé s'il aurait des cicatrices. J'ai dit oui, bien sûr que tu auras des cicatrices. Mais tu sais ce qu'il y a de bien dans tout ça? Quand il m'a demandé quoi, je lui ai dit que les filles adoraient les cicatrices. Qu'elles craquaient pour les garçons avec des cicatrices. Ça a semblé lui plaire. J'étais contente de savoir qu'il s'en sortirait et qu'on se reverrait. Il m'a dit qu'il préférait que le cougar s'en soit pris à lui plutôt qu'à Lara. Je l'ai trouvé adorable. C'est vraiment un garçon formidable. C'était très courageux de sa part. Il est en vie, et c'est tout ce qui compte. Ce fut toute une aventure. Une aventure que je ne voudrais pas revivre. J'ai compris que la famille était tout pour moi. J'ai failli la perdre une première fois, et maintenant que j'ai une deuxième chance, je veux passer le plus de temps possible avec elle. Avant, je pensais que la vie était comme un jeu vidéo. Chaque niveau est un peu plus difficile, mais on a un certain nombre de vies pour y arriver. Parfois 5, parfois 10 et parfois 1 ou 2. J'ai compris après l'attaque qu'on n'avait qu'une vie et qu'il valait mieux ne pas la perdre.